Bonjour à tous. Je vous accueille au nom de la CNL, la Confédération nationale du logement, pour un webinaire consacré aux questions de pouvoir d'achat. Alors, sachez-le, je préfère le dire immédiatement. Aujourd'hui et cette semaine, eh bien, on est sur une semaine d'action des droits de l'habitant, donc initiée par la CNL. Et pourquoi cette année, le flash sur le pouvoir d'achat? Eh bien, je vais donner quelques chiffres qui vont immédiatement vous saisir et vous donner des éléments pour continuer. Aujourd'hui, donc, on a près de 3 millions, 2,7 millions de personnes, de ménages, en attente d'un logement social avec des conséquences, évidemment, sur le pouvoir d'achat. Mais non, on a également 62% des Français, c'est une enquête du Secours catholique qui vient de le montrer, qui sont aujourd'hui en pauvreté ou dans un état de précarité extrême. Et enfin, c'est les chiffres-là de l'INSEE, 900 000 personnes, ménages plutôt, qui sont en retard de loyer. Donc, cette situation n'est pas neuve, mais elle connaît quand même d'année en année une dégradation. Et il nous semblait important aujourd'hui, tout à la fois d'apprécier l'état des lieux, mais également de regarder si le nouveau gouvernement, le gouvernement Barnier, et singulièrement le budget 2025, apporte des solutions à cette situation. Et enfin, quelles propositions on fait, vous faites, je vais présenter les invités, et quelle convergence commune pour faire vivre d'autres alternatives, d'autres pistes de réponse. Donc avec moi ce matin ou ce soir plutôt, Eddy Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement, Bonjour à Jean-François tous. Courtille, qui va faire un petit signe, qui lui est Bonjour. secrétaire national de l'Action catholique ouvrière, qui est également journaliste et qui initie des collectifs qui s'occupent des précaires et des sans, généralement, des sans-emploi tout particulièrement. Et enfin, Pierre Calfa, qui est économiste, qui est l'un des animateurs principaux de la Fondation Copernic et également l'une des chevilles ouvrières d'Attaque. Donc, je vais commencer, hein, je m'en excuse, mais c'est un peu lui qui va donner le ton du débat, par Eddy Jacquemart. Eddy Jacquemart, vous disiez il y a quelques jours, au moment du congrès de l'Union sociale de l'habitat, qu'aujourd'hui, en matière de logement social, tous les voyants étaient au rouge et que la principale responsabilité était imputable au désengagement de l'État, à la fois dans le pouvoir d'achat des ménages, mais également dans l'argent qu'elle peut donner au secteur HLM, qu'elle peut donner notamment aux bailleurs sociaux pour construire. Donc, Eddy, pouvez-vous développer ce point de vue et surtout nous dire pourquoi la CNL, en cette rentrée, a décidé d'initier une double bataille, à la fois sur la construction de logements sociaux, mais également sur le gel des loyers, qui est une revendication historique de la CNL et qui touche immédiatement le pouvoir d'achat. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je crois en fait qu'en effet, donc vous le disiez tout à l'heure, tous les voyants de la crise du logement sont au rouge. Tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, que ce soit les constructeurs, la Fédération du bâtiment, les architectes, le monde HLM, les associations de locataires, les habitants eux-mêmes, en fait, le sentent et le disent. La crise du logement, elle est sans précédent dans notre pays depuis au moins 30 ou 40 ans. Et quelques chiffres complémentaires peut-être pour dire aussi que l'année dernière, en France, c'est quasiment le chiffre le plus bas de construction de logements sociaux dans notre pays, puisqu'on atteint à peine les 82 000 logements sociaux construits, ce qui est véritablement une misère par rapport aux besoins de la population. Et cette situation de crise du logement, elle est doublement inquiétante puisque on ne voit pas de perspective, notamment avec l'annonce d'un budget de super austérité tel que le gouvernement Barnier nous l'a annoncé mardi dernier, et doublement inquiétant parce que les familles souffrent au quotidien. Alors, la situation du pouvoir d'achat des familles, elle est très compliquée. Je le rappelle, on a aussi
encore une vague de post-Covid. On a vécu le Covid, on a vécu les difficultés du Covid avec des populations fragilisées. Ensuite, on a subi l'inflation, on a subi aussi la crise énergétique avec des booms énormes dans les factures d'électricité et de chauffage pour les familles. Donc tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, on n'en peut plus, avec aussi une augmentation des loyers qui est très très importante, puisque si on prend de date à date, en 2 ans de temps, on va avoir presque 10% d'augmentation des loyers dans quel que soit le parc social ou parc privé. Donc ça devient complètement intenable pour les familles. On a dans nos permanences juridiques des fédérations des remontées de situations très compliquées aussi, avec des rappels de charges locatives qui atteignent quelquefois les 2 000 à 3 000 euros de rappel annuel de charges locatives. C'est complètement intenable. Et face à cela, on a une situation. Alors, cette situation, en fait, elle est provoquée par, je dirais, principalement, et c'est un point fort de revendication de la CNL, c'est le désengagement financier de l'État. Pour bien comprendre, il faut savoir que précédemment, l'État donnait de l'argent pour construire du logement social, ce qu'on appelle l'aide à la pierre. Et donc, c'est une subvention à la construction, donc ce qui permettait d'avoir des loyers relativement abordables pour les familles. Sauf que notamment depuis 2017, cette situation, cette aide à la pierre a quasiment disparu des radars des budgets du gouvernement. Et pire même, puisque le gouvernement a instauré en 2018, là, dans la loi de finances de 2018, une ponction qu'on appelle improprement réduction de loyer de solidarité, RLS, qui n'a rien de réduction de loyer et qui n'a rien de solidaire, qui est au contraire un impôt sur les HLM et qui ponctionne 1,3 milliard par an dans les caisses des bailleurs sociaux, ce qui en fait les prive de développement, d'entretien de parcs, d'entretien des bâtiments, de services de proximité et surtout de construction. Si on fait un calcul rapide, c'est presque 10 milliards d'euros qui ont été ponctionnés depuis la mise en place de cette ponction indue pour les bailleurs sociaux. Donc on a véritablement un gouvernement qui a attaqué dès son entrée, donc dès le premier quinquennat Macron, va pas se mentir, qui a attaqué directement le logement social en disant quelque part que c'était, on donnait un pognon de dingue au logement, ce qui n'était pas vrai du tout, puisque ce, le, comment dire, ce logement social est un véritable pilier de la solidarité nationale et a permis à plusieurs époques de notre vie, de notre histoire, de solutionner les crises du logement. Je pense notamment à après-guerre avec la reconstruction massive de logements sociaux. Voilà, donc en fait, on a attaqué ce qui pouvait être véritablement la solution résoudre la crise du logement. On le dit souvent, on a des petits slogans à la CNL sympathiques. Pour nous, le HLM, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Donc voilà. Donc nous, on a décidé au niveau de la CNL, vous savez que la CNL, on intervient sur deux champs principaux, qui est le quotidien des habitants. Voilà, on intervient sur les problèmes d'entretien, de voisinage, de tout ce qui est du quotidien des habitants, les charges locatives aussi, parce qu'on fait beaucoup de contrôle de charges. Et on intervient également sur, je dirais, le plan politique, puisqu'on pense que il faut bien que les habitants comprennent que les décisions politiques ont une conséquence directe sur leur quotidien. La preuve en est, c'est la fameuse ponction de 10 milliards d'euros qu'on a vécue depuis 2018. Donc voilà, tout ça, pour nous, on intervient là-dessus pour essayer justement de contrecarrer cette situation. Et on a décidé, puisque c'est pour répondre aux souffrances notamment et aux demandes des habitants, de lancer une grande pétition avec deux sujets. Parce qu'en fait, on a plein de choses à proposer à la CNL, mais si on commence à mettre le livret de propositions de la CNL sur un tract, eh bien, ça va être assez soporifique. Eh bien non, on a décidé de prendre deux sujets importants, qui est d'abord, le premier, c'est le gel des loyers. On demande le gel immédiat des loyers, puisque là, si on ne fait rien, si le gouvernement ne fait rien, au 1er janvier 2025, on va avoir 3,25%
d'augmentation de loyer pour tous les locataires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est une proposition beaucoup plus structurelle, c'est de remettre la construction au cœur des enjeux de notre société, au cœur du dispositif de l'État, c'est la construction. Alors, 250 000 logements sociaux par an, ça peut paraître énorme, mais quand vous regardez la liste d'attente de 2,7 millions et cette liste d'attente de 2,7 millions de personnes qui attendent un logement social, elle est de toute façon minorée, puisqu'il y a plein de personnes qui ne demandent même pas un logement social, puisque notamment en région parisienne, on est à presque 10 ans d'attente pour avoir un logement social. Donc, il y a des personnes qui ne demandent même pas le logement social. Donc, cette liste d'attente, elle est minorée. Il y a 2,7 millions de personnes qui attendent un logement social. Donc, si vous faites les calculs rapides, eh bien, il faudrait au moins 10 ans pour pouvoir résorber cette liste d'attente qui est quand même assez impressionnante. Alors, tout ça, donc, c'est une grande pétition nationale qu'on a lancée, une semaine d'action qui aujourd'hui commence, puisque c'est un jour symbolique, puisque nous sommes la journée mondiale des droits des locataires de l'ONU. Et nous, la CNL, depuis 2009, on met en place justement cette journée nationale des droits des habitants. Et cette semaine, enfin, en tout cas cette semaine, on a décidé de cette semaine d'action pour sensibiliser les locataires à se mobiliser. Parce que si on ne se mobilise pas, eh bien, l'État va continuer à ponctionner dans la poche des locataires. Et quand on a entendu le discours de M. Barnier mardi dernier, on a bien compris que c'est ce qui allait se passer. Donc, gel des loyers, immédiat dans le budget de l'État. Il faut qu'il prévoie une ligne pour compenser, notamment pour les bailleurs sociaux. Parce que vous savez que les bailleurs sociaux, eh bien, ils sont déjà la ponction de 1,3 milliard qui leur coûte très cher tous les ans. Si en plus ils doivent absorber une minoration de loyer, ça va être compliqué. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une compensation en fait pour les bailleurs sociaux, donc une ligne budgétaire qui soit inscrite dans le budget de l'État avec cette compensation de 3%. Et ensuite, il faut qu'on redonne de l'aide à la pierre pour construire massivement du logement social dans ce pays et du logement abordable. Il faut vraiment qu'on puisse avoir ça en tête. Voilà. Et je dois dire que ça peut paraître un petit peu complètement à contre-courant, ce qu'on propose, puisque on nous rabâche depuis d'un seul coup, on a découvert qu'il y avait un pays qui était avec 100 milliards de déficit budgétaire. Donc, je suis un petit peu stupéfait qu'un pays ne suive pas ses comptes, comme le font les ménages au mois le mois et à la semaine. Les gens savent exactement ce qu'ils peuvent dépenser. Donc, je trouve un petit peu ça gros à avaler, mais en tout cas, on nous le dit, on nous le rabâche, super austérité. Eh bien, dans un pays comme la France, en 1916, les femmes se sont mobilisées pour obtenir, donc un pays en guerre, se sont mobilisées pour obtenir l'application du moratoire des loyers. Alors, la situation, elle n'est pas aussi catastrophique qu'en 1916, elle est très grave au niveau du logement, mais moi je pense que c'est possible s'il y a la volonté politique de geler les loyers et de mettre en place une politique de construction massive de logement social, parce que ce que veut faire le gouvernement actuellement, c'est pas construire, c'est chasser les moins pauvres, des HLM, pour les remplacer par une population encore plus fragile. Donc ça, si on va sur ce terrain-là, eh bien, on va droit à la catastrophe, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire ce qu'on appelle des ghettos de pauvres et à stigmatiser le HLM qui, au contraire, et je suis bien placé pour en parler, puisque dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir le HLM 2 fois dans ma vie, qui m'a aidé donc à me développer socialement et culturellement. Eh bien, ce HLM, c'est un véritable potentiel de développement social et sociétal. Eh bien, il faut le préserver et il ne faut pas le stigmatiser et en faire des ghettos de pauvres, comme a fait Madame Thatcher dans les années 80, où elle a complètement détruit le logement social en Grande-Bretagne. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, les gouvernements successifs ont dû rajouter beaucoup d'argent parce que la situation était tellement catastrophique de manque d'entretien. Souvenez-vous l'incendie qu'il y a eu dans la tour à Londres il y a quelques années de ça. C'était la conséquence de cette politique-là. Donc, c'est possible d'avoir du progrès social et sociétal, d'autant plus
que la France, d'abord, elle fait du passéisme, du Thatcher 40 ans plus tard, et en plus de ça, et en plus de ça, on a une Europe qui se préoccupe véritablement du logement pour les plus démunis, ce qu'on appelle le logement abordable, puisqu'il y a eu des rapports dans la précédente mandature qui ont été faits là-dessus en incitant les pays membres, alors que l'Europe n'a pas la compétence logement, mais l'Europe incite les États membres à construire du logement social abordable dans leur pays. Et fait nouveau depuis la nouvelle mandature, Madame la présidente de la Commission a nommé un commissaire au logement, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Donc l'Europe est en train de se préoccuper justement du logement social abordable et surtout aussi de la rénovation énergétique, puisque vous savez que le parc social, il est assez vieillissant et il a besoin d'être rénové. Et donc l'Europe se préoccupe de ça parce qu'elle a un objectif aussi de résorber les effets de serre d'ici 2050. Et donc l'Europe se préoccupe de ça. Et nous, la France, eh ben, on est en train de faire tout le contraire. Donc voilà, donc, le gros message aussi qu'il faut qu'on dise aux habitants, c'est ben, mobilisez-vous avec nous, avec la CNL. On a déjà une pétition qui atteint presque les 35 000 signatures. Donc c'est quand même pas mal puisqu'elle est sortie il y a une dizaine de jours. Donc c'est plutôt intéressant parce que je crois qu'on est vraiment sur un sujet d'actualité pour le quotidien des familles. Et c'est le message que je veux faire passer, c'est aux habitants, mobilisons-nous. Les femmes, en 1916, elles ont obtenu le moratoire des loyers. Eh bien, nous, on va obtenir en 2024 le gel des loyers. Merci Eddy. Eddy vient de décrire une situation qui est extrêmement préoccupante, qui pour beaucoup va à rebours, il l'a dit, de l'Europe, hein. Notez quand même que l'Europe s'est attaquée au sans-abrisme, s'attaque aujourd'hui aux questions énergétiques et aux questions du logement en lien avec la question de la santé et de l'emploi, même si on ne se fait aucune illusion sur les politiques libérales qui sont tenues en Europe. Et qu'à rebours en France, on a eu quand même à plusieurs reprises les politiques du logement pointées. Je pense à la loi Kasbarian 1 sur la question des libertés et l'expulsion de locataires en impayés, sur la volonté de désengager totalement l'État et finalement de traiter le logement comme n'importe quel service public, avec quand même derrière, eh bien, en chaîne, toute une trajectoire de vie, tout le parcours de sécurisation d'une personne qui est remise en cause, parce que quand on n'a pas de toit, ben, évidemment, c'est beaucoup plus dur de trouver de l'emploi. Et donc, Jean-François Courtier, c'est à ce titre que je vais vous donner la parole. Écoutez, tout à l'heure, je me suis trompée d'ailleurs. Ce n'était pas une enquête du Secours catholique, mais du Secours populaire, Populaire. excusez-moi, et qui montrait que parmi les pauvres, il y avait d'abord beaucoup de salariés pauvres. 8 ouvriers sur 10 qui déclarent avoir connu la précarité ou la pauvreté. 69% des populations des zones rurales qui sont dans un état de fragilisation extrême. Et puis pour la première fois, ce qu'on voit apparaître, c'est que finalement, à 89%, les gens sont très inquiets sur ce que vont devenir leurs enfants. Et il y a l'idée qui grandit que la précarité va se passer de famille et de génération en génération. Vous êtes journaliste, vous êtes quelqu'un qui avait milité beaucoup pour mettre en réseau les précaires, les sans-emploi. Quelle est votre expertise et quelles sont vos solutions? En tant que secrétaire national d'Action catholique ouvrière, je suis au cœur d'un mouvement qui rejoint beaucoup de monde dans le monde ouvrier, dans les quartiers populaires. Et effectivement, ayant participé au comité des travailleurs précaires au privé d'emploi, je garde au titre de la CO le lien avec le collectif pour une parole de chômeurs, qui a notamment sorti un livre blanc sur le sujet donc il y a 2 ans. Le diagnostic que l'on formule, alors c'est peut-être un peu à l'autre bout je dirais, du spectre, hein, qui était décrit tout à l'heure par Eddie Jacquemart, c'est que la baisse du pouvoir d'achat provient d'abord d'une hausse de la précarité du monde du travail. C'est le premier constat qu'on fait aujourd'hui. Et cette précarité du monde du travail, elle a été quand même beaucoup accélérée par un certain nombre de décisions du gouvernement ces dernières années.
Il y a eu un impact des ordonnances Macron, par exemple, hein, sur ce thème de la loi El Khomri, etc. Et aujourd'hui, on a effectivement beaucoup, notamment chez les femmes, de travailleurs qui ne gagnent pas suffisamment leur vie parce qu'ils ont des contrats précaires, parce qu'ils ont des temps partiels, parce qu'ils ont des salaires bas et parce qu'ils ont des salaires bloqués. Et j'ajouterai à ça tout le volet de ce qu'on appelle les travailleurs indépendants. Je pense en particulier aux livreurs des plateformes. Je pense aux femmes en particulier qui travaillent dans l'aide à domicile, qui ont des revenus extrêmement parcellaires. S'ajoute à ça, du côté des demandeurs d'emploi, eh bien, le fait qu'il y a une pression très forte sur l'assurance chômage aujourd'hui, qui fait que beaucoup de gens ont été radiés, qu'actuellement, il y a à peine une personne sur deux qui a une indemnité d'allocation de retour à l'emploi. Et il faut savoir que l'indemnité moyenne de l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, c'est autour de 600 euros par mois. Donc on ne vit pas avec ce genre de revenus. Et troisièmement, il y a la question des retraités aussi, avec beaucoup de retraités qui ont des pensions extrêmement faibles. C'est vrai qu'on a avalé un peu de travers, qu'on a entendu que le Premier ministre envisageait de reporter de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite. Or, là encore, tous ceux qui ont été travailleurs précaires sont impactés, mais également les femmes qui massivement ont des retraites très basses, parce qu'elles ont beaucoup de trimestres qui manquent à la fin au moment de la reconstitution de carrière. Donc du coup, en termes de pouvoir d'achat, bah, c'est un impact terrible parce que bien sûr, le loyer, bah, c'est plus de 50% la plupart du temps du budget des ménages. Mais il y a des impacts dans d'autres domaines. Alors effectivement, sur le plan du droit à l'alimentation, il y a des gens qui parfois doivent faire le choix entre se chauffer l'hiver ou remplir le réfrigérateur. Et au niveau des familles, il y a le problème de tous les coûts de plus en plus forts qui sont générés, notamment par l'achat des fournitures scolaires qui sont de plus en plus chères. La question d'accès aux cantines scolaires qui est très inégale d'un territoire à l'autre. Et puis évidemment, bah, tout ce qui est activité scolaire, et avec en face parfois bien des institutions qui ne sont pas toujours conscientes du coût que ça représente pour les familles. Et puis, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus grave et dans le contexte du post-Covid dans lequel on est, qui est l'absence d'accès aux soins, à des soins décents aujourd'hui, avec à l'autre bout de l'échelle, bah, finalement, le fait que l'hôpital a de moins en moins de moyens pour prendre en charge les énormes demandes en matière de soins. Beaucoup de gens également qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de mutuelle, hein. Donc avec des difficultés à ce niveau-là. Donc effectivement, nous, notre diagnostic global, il est quand même rejoignons un peu celui d'Eddie Jacquemart, d'une préoccupation, d'une inquiétude très forte. Par rapport à ça, vous parliez un petit peu du type de suggestion qu'on pourrait faire. Nous, on croit très fort à une dimension qui est la prise de parole des gens qui sont concernés par ces questions-là, c'est-à-dire l'expertise des plus pauvres et des plus précaires. C'est pour ça qu'il y a eu cette démarche du collectif pour une parole de chômeurs qui a réuni à peu près une vingtaine d'associations à travers la France. On a voulu donner en particulier la parole aux personnes qui vivaient ces situations-là. Et en fait, on s'aperçoit que ces personnes-là souvent présentent des solutions qui sont pertinentes parce que ce sont les premières concernées. C'est un peu l'objet de la démarche de la journée du refus de la misère que vous connaissez, donc le 17 octobre. C'est pareil, mettre en avant un peu en particulier les personnes qui sont impactées. Et nous, sur les questions du travail, bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journées mondiales, il y a également les journées mondiales du travail décent. On insiste beaucoup sur l'importance que les travailleurs précaires en particulier puissent dire de quoi ils ont besoin pour justement pouvoir vivre décemment. Alors après, sur les solutions, bah, évidemment, nous, on est très attachés au fait qu'il y ait un fort engagement des syndicats dans ces luttes-là, notamment sur le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, la consolidation des contrats, donc l'abrogation de la réforme des retraites, parce que ça a un impact terrible hein, sur les revenus des seniors, mais aussi la renégociation de l'assurance chômage, du décret sur l'assurance chômage, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai souci par rapport à ça. Là, on entend que le gouvernement voudrait peut-être redonner la main aux partenaires sociaux. Ça pourrait aller dans le bon sens, mais encore faudrait-il que les partenaires des syndicats patronaux regardent la question dignement. Donc il y a cet aspect-là. Il nous semble important effectivement qu'il y ait un changement de regard du public sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on entend énormément de sottises qui sont proférées, notamment à travers certaines chaînes d'information au robinet, comme quoi il y a des assistés dans cette société, comme quoi on dépense trop d'argent public.
En réalité, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui s'en sortent avec des revenus très très faibles et qui font preuve d'une intelligence assez extraordinaire en matière de gestion quotidienne. Et je pense que la plupart des personnes, notamment parmi ceux qui nous dirigent, qui portent ces discours stigmatisants, seraient incapables de vivre un mois de la manière dont beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans les quartiers populaires arrivent à s'en sortir et s'en sortir dignement. On a un partenaire au sein de la CO qui est le mouvement chrétien dans le monde rural, qui travaille beaucoup avec d'autres partenaires sur la question du droit à l'alimentation. Et il me semble que là aussi, il y a quelque chose qu'il faut creuser, notamment, on a des territoires, bah, Marie-Pierre le connaît bien parce que c'est dans les Hautes-Pyrénées, où vous avez le groupement de l'agriculture biologique, qui a énormément travaillé à la fois sur l'apprentissage auprès des familles pour cuisiner avec des produits de type légumes frais. Donc ça, c'est important, mais aussi qui noue des partenariats avec des collectivités territoriales et des cantines, et qui permet à la fois de baisser le prix de l'alimentation mais d'augmenter aussi sa qualité. Et ça a aussi un impact sur la santé, et donc ça limite les dépenses de santé. Donc il y a probablement quelque chose là-dessus sur lequel il faut travailler. Et donc le partenariat avec les associations nous semble important. C'est vrai que nous, on a soutenu un petit peu certaines démarches de droit au logement, par exemple, ou de droit devant sur des questions, notamment des logements inoccupés finalement, hein. Donc on avait dénoncé à leur côté la loi Casbarian, par exemple, et ça nous semble important de regarder aussi les poches qui existent de choses qui pourraient être disponibles pour les personnes et qui ne sont pas utilisées pour des raisons souvent d'absurdité légale ou économique. Voilà, donc c'est un petit peu dans les grandes largeurs le type de proposition, mais peut-être au-delà de ça, vraiment, c'est de faire entendre la parole des habitants, hein, d'abord des personnes concernées, d'essayer de combattre ce regard de mépris qui est souvent trop véhiculé par les médias, hein, qui sont plus à l'écoute des gens qui finalement ont des biens et pas des gens qui sont dans la difficulté, hein. C'est vraiment le modèle de la réussite qui est beaucoup trop exalté en France, la réussite matérielle et économique. Réussite qui ne repose pas nécessairement d'ailleurs sur le mérite, hein, mais parfois sur des comportements discutables. Et puis effectivement, bah, que toutes les personnes vraiment soient attentives à l'engagement dans des syndicats, les partis, les collectifs, les lieux de représentation pour pouvoir faire entendre ces voix-là. Ça nous semble important que la voix des citoyens, des citoyennes soit davantage prise en compte. Et puis peut-être au-delà de ça, bah, effectivement, se rappeler que l'une des valeurs de notre République, la devise républicaine, on parle beaucoup de liberté, égalité, fraternité. La fraternité est totalement oubliée, quoi. Et nous, on aimerait que cette question de la fraternité soit prise en compte, que les gens comprennent qu'un jour, devenir pauvre, ça peut arriver à n'importe qui. Dans nos trajectoires de vie, on a beaucoup d'entre nous qui ont été parfois très pauvres et puis qui ont réussi à rebondir. Parce que justement, bah, à un moment donné, il y a eu la société, parfois il y a eu les logements sociaux, il y a eu des aides qui ont permis de traverser les crises. Donc garder cette question de la fraternité, parce que si on perd la fraternité, on perdra notre République et on perdra notre démocratie. Merci Jean-François. Pierre Calfa, bon, vous venez d'entendre deux témoignages de terrain et des témoignages forts. Vous êtes économiste, vous avez lu le budget et les dernières déclarations de Michel Barnier sur les 60 milliards qu'il va falloir trouver et les pistes pour les trouver pour amener le déficit public à 5% en 2025 et peut-être à 3 à l'horizon 2029. Bon, il y a l'amorce d'un impôt sur les hauts revenus, mais enfin, à voir. Et puis, il y a surtout la pension dans les finances publiques et dans les politiques publiques et dans les hommes et les femmes qui sont fonctionnaires et qui font en sorte qu'il y ait du bien commun. Est-ce que ce discours officiel vous convient? Bon, j'ai un élément de réponse, on l'a tous, mais quelle autre piste on pourrait suivre et comment on les fait valoir aujourd'hui? Bonjour à tout le monde. Je pense qu'avant de voir les pistes de réponse, il faut peut-être rentrer un peu plus dans l'analyse de ce qui est préparé, hein, parce que ce qui est en train de se faire est extrêmement grave, hein. Il s'agit d'un choc budgétaire sans précédent, hein, en France, bon, Mhm. et d'une cure d'austérité qui va être massive et prolongée.
hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans des mesures ponctuelles sur un an, mais comme vous l'avez dit, l'objectif c'est de repasser sous la barre des 3% en 2029, et donc on a quelques années, hein, d'une cure d'austérité qui va se reproduire année après année. Donc il faut voir pourquoi. Bon, le déficit annoncé, c'est 6,1% du PIB sur 6,1% de la richesse annuelle créée en France. Bon. Le gouvernement prévoyait 4,4%. Bon. Je reviendrai dans quelques instants sur les raisons de ce dérapage. Le- l'objectif que se fixe le gouvernement, c'est de passer à 5% bon, en 2025. 5%, c'est 1,1 point de PIB comme ajustement, qui théoriquement devrait faire 30 milliards d'euros. Or, le Mhm. gouvernement en annonce 60. Et il en annonce 60, pourquoi? Tout simplement parce que il prend comme base de calcul ce qui aurait été, d'après lui, le déficit public en 2025 si rien n'avait été fait, c'est-à-dire 7%. Hein. Et donc, il dit, on va faire un ajustement de 2 points de PIB, ce qui fait 60 milliards d'euros. Bon. Ce qui est totalement déjà aberrant, hein. C'est-à-dire que il prend en compte une situation qui est une situation illusoire, qui n'existe pas et qui ne va pas exister, hein, pour imposer un choc fiscal, enfin un choc, pardon, budgétaire, 2 fois plus important que ce qui aurait été Mhm. nécessaire, même de son propre point de vue. Bon. Donc ça, c'est déjà un problème majeur. Bon. Le deuxième point, ce qu'il faut voir dans ce qui est prévu, c'est essentiellement une baisse des dépenses publiques de 40 milliards d'euros et une augmentation d'impôts qui va toucher de 20 milliards. Bon, dans ces 20 milliards, il va avoir effectivement les ménages les plus riches qui vont être touchés. Bon, enfin, les ménages qui ont des revenus supérieurs à 500 000 euros, hein, ce qui fait 65 000 ménages. Bon, et les plus grosses entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Bon. Mais tout ça, fera au grand maximum 10 milliards, hein, ou 15 milliards, hein, et plutôt 10 d'ailleurs que 15, hein, d'impôts. Ça rapportera à peu près 10 à 15 milliards d'impôts et plutôt 10. Et donc, il va y avoir déjà 10 autres milliards qui vont être pris sur l'ensemble de la population, hein. Quand on dit qu'il n'y aura pas d'impôt, d'augmentation d'impôts pour la population, c'est faux. Hein. Bon, par exemple, on sait que déjà c'est annoncé que la taxe sur l'électricité va augmenter. Bon. Euh, Mhm. et il va avoir divers autres taxes, entre guillemets, hein, de fiscalité écologique qui vont toucher beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'aura pas, on n'a pas le temps d'y rentrer, mais le détail est facilement trouvable sur Internet. Il y a 40 milliards de dépenses publiques, hein, de baisse des dépenses publiques qui vont toucher tous les secteurs, hein, et notamment la sécurité sociale qui va être amputée de 14 milliards. Hein. Bon, le report de l'indexation sur les retraites, hein, ça a été évoqué, etc., etc., hein. Donc les services publics vont être massivement touchés, la protection sociale aussi. Et donc là, il faut rentrer peut-être dans qu'est-ce que c'est que les dépenses publiques, hein, quand on parle de dépenses publiques. Les dépenses publiques en France, le ratio pour le calculer, en général qu'on met en avant, c'est 50, c'est le ratio dépenses publiques sur PIB. Et aujourd'hui, c'est 57% du PIB, c'est-à-dire il y a de la richesse annuelle créée, c'est les dépenses, c'est ça qui représente les dépenses publiques en France, 57% du PIB. Il faut savoir que ce ratio, d'un point de vue économique, n'a strictement aucun sens. Hein. Quand- Parce il donne l'impression qu'il y aurait plus de la moitié de la richesse produite qui passerait dans les dépenses publiques, ce qui est totalement faux. Parce que ce ratio mesure deux grandeurs qui sont des grandeurs hétérogènes. Hein. Dans le PIB, quand on le calcule,
bon, on ne prend pas en compte ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les biens et les services transformés, consommés au cours du processus de production. Par construction, le Mhm. PIB, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer, ne prend pas en compte ces consommations intermédiaires, alors que le calcul des dépenses publiques les prend en compte. Donc on mesure, en fait, on compare deux choses qui ne sont pas comparables. hein. Et donc ce ratio qu'on met très souvent en avant, le ratio dépenses publiques sur PIB, en disant qu'aujourd'hui, eh bien, les dépenses publiques représentent 57% du PIB, n'a strictement aucun sens. Il faut vraiment insister là-dessus. Le deuxième point, bon, les dépenses publiques, c'est évidemment les fonctionnaires, mais qui représentent environ 20% des dépenses publiques. Tout le reste, c'est la sécurité sociale, l'éducation nationale, tous les services publics. Mais il y a un fait peu connu, enfin en tout cas moins connu, sur lequel il faut insister, c'est sur l'importance des transferts sociaux dans le revenu des ménages. Une part importante des dépenses publiques, ce sont des transferts sociaux. C'est ce qu'on appelle les transferts sociaux, les transferts financiers. Or, la moitié en moyenne du revenu des ménages est aujourd'hui issue des transferts sociaux. Car une grande partie de la dépense publique, ce qu'on appelle des dépenses publiques, sert au revenu des ménages. Et quand on regarde les choses, le montant global des prestations financières est aujourd'hui supérieur au montant des salaires nets. C'est dire l'importance de ces transferts sociaux du point de vue du revenu des ménages. Si Mhm. on regarde les 10% les plus riches reçoivent 18 fois plus de revenus primaires, ce qu'on appelle de revenus primaires, c'est-à-dire de salaire, de revenus du patrimoine. Donc, bon, les 10% les plus riches reçoivent 10 fois plus de revenus primaires que les plus pauvres de la population, c'est-à-dire les 13% de la population les plus pauvres. Après transferts sociaux, cet écart passe de 1 à 3. Et donc, on voit à quel point les transferts sociaux sont importants pour le revenu des ménages et pour réduire les inégalités. Or, ces transferts sociaux sont au cœur de la dépense publique. Et c'est ça qui sera touché, et pour beaucoup, Mhm. dans ce qui va, dans les 40 milliards bon, qui vont être supprimés dans les dépenses publiques. Alors, avant de voir les conséquences de la politique du gouvernement, bon, il faut répondre à l'argumentation qui consiste à dire, oui, mais on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix parce qu'il y a le feu au lac, le déficit est de 6%, de plus de 6% du PIB, la dette publique est très importante, elle fait 110% du PIB. Bon. Or, bon, si on prend la dette publique, 110% du PIB, ça paraît énorme. Ça doit faire 3 300 euros, bon, 3 300 milliards d'euros, pardon. Bon, donc ça paraît vraiment totalement énorme. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que là aussi, ce ratio dette publique sur PIB, qui est mis en avant pour montrer l'importance de la dette publique, n'a strictement aucun sens. hein. Il n'a strictement aucun sens que là aussi on mesure des grandeurs qui sont hétérogènes. C'est-à-dire, la dette publique, c'est un stock. C'est-à-dire, la France a emprunté X milliards d'euros au cours des années, alors que le PIB, c'est un flux annuel de richesses créées. Or, comparer en économie un stock à un flux n'a strictement aucun sens d'un point de vue économique. Donc, ce ratio que l'on met en avant, dette publique sur PIB pour un peu affoler les gens, bon, c'est un ratio qui n'a strictement aucun sens. Le deuxième point, ce qu'il faut souligner, c'est qu'un État ne rembourse jamais sa dette. Voilà. La France ne rembourse jamais sa dette. C'est-à-dire que quand les titres publics qu'elle a empruntés arrivent à échéance, elle ne les rembourse pas. hein. Elle emprunte de nouveau en l'occurrence là, sur les marchés financiers. Bon. On dit qu'un État fait rouler sa dette. Donc,
quand on dit il faudra rembourser la dette, c'est faux. Bon, aucun État, enfin aucun État, la plupart des États, en tout cas des États dans les pays, les grands pays industrialisés, en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., ne remboursent jamais leurs dettes. Bon. Et ce qui compte, c'est la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paye. Bon. Et évidemment, ce qui compte, c'est la charge de la dette par rapport à la richesse annuelle créée. Quand on regarde cette charge de la dette, elle fait aujourd'hui 1,8% du PIB en 2023. Hein, elle faisait 1,8% du PIB. Elle faisait 4% du PIB à la fin des années 90. Donc en fait, aujourd'hui, le poids, la charge de la dette est moindre que dans les années 90. Ouais. Bon. Alors, elle est néanmoins importante, c'est 50 milliards d'euros, c'est pas négligeable. Hein, et 50 milliards d'euros, ça pourrait être utilisé à autre chose. Bon, je reviendrai dans ma conclusion. Bon. Mais on n'est donc pas du tout dans une situation de crise financière, hein, contrairement au discours dominant. Hein. Quand les opérateurs financiers, hein, les banques, les fonds d'investissement, etc., recherchent la dette française. Hein. La France n'a aucun mal à emprunter sur les marchés financiers. Hein. À chaque adjudication, la demande est supérieure à l'offre, hein, de 2 à 3 fois. Hein. Bon, c'est-à-dire que la France n'a pas à supplier bon, les marchés financiers ou les banques pour emprunter. Hein, les banques, la dette française, c'est une dette et c'est une des dettes les plus sûres au monde. Euh, donc, la conclusion, c'est que du point de vue de la dette publique, hein, il n'y a pas du tout le feu au lac. Bon. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. On paye chaque année 50 milliards, hein, aux banques, aux fonds d'investissement. Peut-être que c'est effectivement ces 50 milliards pourraient être utilisés de façon beaucoup plus utile. Hein, mais j'y reviendrai. Bon. Maintenant, venons-en au déficit public. 6,1% du PIB en 2024, c'est ça les prévisions, c'est ça qui va avoir au lieu de la prévision originelle du gouvernement qui était de 4,4%. Pourquoi ça a dérapé? C'est très intéressant de regarder pourquoi le déficit public a dérapé. Il n'a pas du tout dérapé parce qu'il y a eu une augmentation des dépenses publiques. C'est pas vrai du tout. Hein. Les dépenses publiques sont restées stables et ont même plutôt diminué, hein, légèrement entre 2023 et 2024. Hein. Bon. Ça a dérapé parce qu'il y a eu une baisse des recettes fiscales et notamment une baisse des recettes de la TVA. Pourquoi il y a eu une baisse des recettes de la TVA? Parce qu'il y a eu une baisse de la consommation des ménages. Les ménages ont moins consommé, il y a eu moins de recettes de la TVA. Bon. Et, et les ménages, hein, en moyenne évidemment, hein, et pour les ménages qui le peuvent, ont épargné plus. On a en France un taux d'épargne aujourd'hui qui est record, qui est 18% du revenu disponible des ménages, ce qui est le taux le plus important depuis des décennies. Hein. Et si les ménages qui le peuvent épargnent, c'est tout simplement parce qu'elles ont la crainte de l'avenir. Ouais. Bon. Elles consomment moins, les ménages consomment moins, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit parce qu'ils épargnent, parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et ça entraîne une baisse des recettes fiscales, une baisse de la TVA et donc une augmentation du déficit. Plus globalement, bon, le déficit public est dû historiquement, hein, depuis les années 2000 à peu près, à des baisses d'impôts essentiellement en faveur des grandes entreprises et en faveur des ménages les plus riches. Bon. Ces baisses d'impôts coûtent 76 milliards d'euros par an au budget de l'État. Et on voit que dans les mesures que propose le gouvernement Barnier, on est loin, loin, hein, de ces 76 milliards d'euros. Hein, puisque ces mesures qui sont d'ailleurs présentées comme étant provisoires et exceptionnelles, hein, vont rapporter au plus 10 à 15 milliards. Hein, bon, on est loin de revenir, hein, sur les baisses d'impôts pour les ménages les plus riches et pour les entreprises. Bon. Et si on prend les subventions aux entreprises, en France, c'est 170 milliards d'euros par an. Dans ces subventions, il y a des choses qui peuvent être utiles. Ouais, il ne faut pas dire que tout est inutile. Hein, mais il y a plein de choses qui sont totalement inutiles et qui sont des effets d'aubaine pour les entreprises.
hein. Donc, il y aurait des marges de manœuvre fiscales beaucoup plus importantes, hein, que ce que sur lesquelles euh, joue le gouvernement Barnier. Alors, les conséquences. Bon, les conséquences, c'est bon, réduire bon, la dépense publique à grande échelle avec ce choc budgétaire bon, ne peut avoir pour conséquence que de réduire le niveau de vie des populations, bon, qui sont les premiers bénéficiaires de la dépense publique. Les premiers bénéficiaires de la dépense publique, c'est les classes moyennes et les classes populaires. Bon, que ce soit en matière de services publics et qu'en matière de transferts sociaux, comme je l'indiquais tout à l'heure. Bon. Mais ça va aussi aggraver la situation économique. Il faut en avoir conscience, hein. C'est ce qu'on appelle en économie l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que vous baissez la dépense publique de 1 point, eh bien, vous avez un effet multiplicateur où la conséquence sur l'activité économique est supérieure à 1 point, d'un point de la baisse de la dépense publique. Hein, c'est-à-dire que les conséquences des baisses d'une baisse de la dépense publique sur l'activité économique sont toujours beaucoup plus importantes que la baisse de la dépense publique elle-même. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique où la consommation des ménages stagne, voire régresse, ainsi que l'investissement des entreprises. Dans une telle situation, je veux dire, baisser les dépenses publiques aura un effet immédiatement récessif. Voilà. Bon. Et donc, ça entraînera moins de pouvoir d'achat pour, pour les salariés, moins de profit pour les entreprises parce qu'il y aura moins d'activité économique, plus de chômage, et donc moins de recettes fiscales, et donc, in fine, un risque de plus de déficit public, hein. Et on rentre là dans une sorte de spirale mortifère bien connue, hein. C'est celle qu'a subie la Grèce, hein, dans les années 2010-2015, hein, et que subissent régulièrement, hein, les pays qui rentrent dans cette logique-là, ce d'autant plus que des mesures similaires vont être prises dans beaucoup de pays européens, hein. C'est-à-dire qu'il va avoir un effet récessif global au niveau européen, alors même que l'Europe est en situation de stagnation économique. Bon. Donc, on va refaire, et on est en train de refaire, l'erreur économique qui avait été faite dans les années 2010, hein, où on avait une cure d'austérité massive en Europe, un peu moins d'ailleurs à l'époque en France que dans les autres pays européens. Là, ça risque d'être le contraire, hein. On risque d'avoir une cure d'austérité beaucoup plus importante en France que dans les autres pays européens. Mais dans tous les cas, ça avait entraîné une récession de plusieurs années, hein, dont on a vu du mal à sortir. Alors, je termine en conclusion. Ouais, Pierre, un instant pour te dire que entre-temps, il y a eu des questions qui ont été posées, donc je vais te les poser pour que tu les intègres dans la fin de ton développement. Il y en a une que tu viens d'évoquer d'une certaine manière qui dit austérité égale baisse de la consommation égale baisse de la TVA. Est-ce qu'on est dans un cercle vicieux? Comment en sort-on? Et l'autre, c'est quelle serait la conséquence de la mise en place de l'allocation sociale unique envisagée par Michel Barnier sur les transferts sociaux aux ménages. Et j'en ajoute une parce que le temps file et que je veux que tu dises un mot également. Quel type de riposte on peut envisager, sachant que je donnerai ensuite la parole aux deux intervenants et qu'on te laisse 8 minutes pour le tout. Bon, sur l'allocation universelle, j'ai pas d'idée, hein, parce que je sais pas exactement ce que propose Michel Barnier. Voilà. Ma crainte, euh, c'est que ça permette de raboter vers le bas les prestations sociales. Bon, et je pense que ça sera ça l'objectif, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des prestations sociales, il y a des transferts sociaux qui sont suivant le niveau de revenu des ménages, eh bien, on risque d'avoir un truc égal pour tout le monde, mais qui soit en fait abaissé, hein. Bon, bon, donc c'est ça le risque. Mais comme on ne sait pas le détail de ce qu'il propose, sur le reste, bon, sur la riposte, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Bon, euh, par contre, je pense il faut peut-être dire une chose qui est très importante. Bon, c'est que aujourd'hui,
on a besoin d'investir. Bon, voilà. Bon. Et on a besoin d'investir massivement pour la transition écologique, pour réindustrialiser la France, pour, sur toutes les questions de services publics, les questions sociales, la santé, l'éducation, etc. On a massivement besoin d'investir. Il y a eu deux rapports officiels récents qui le disent. Le rapport Pisani-Ferry, Mahfouz, qui sont des économistes proches du pouvoir, qui disent qu'il faudra 60 milliards d'euros par an en plus d'investissement. Bon, il y a le rapport européen fait au niveau de l'Europe fait par Mario Draghi, qui dit qu'il faudra 800 milliards d'euros d'investissement supplémentaires en Europe et qui dit et qui note le décrochage de tous les pays de l'Union européenne par rapport aux USA et par rapport à la Chine et qui parle de lente agonie, en parlant de l'économie européenne. Bon. Alors, et il dit que, par exemple, ça c'est vraiment intéressant à noter, que le revenu réel disponible par habitant en Europe a augmenté deux fois plus vite, pardon, le revenu disponible par habitant a augmenté deux fois plus vite aux États-Unis qu'en Europe depuis 2000. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de paupérisation relative, au niveau du continent européen par rapport aux États-Unis. Bon. Donc, il y a besoin de ces investissements. Bon. Bon, comment faire? Bon, il y a évidemment une réforme fiscale. On a vu, il y a des marges de manœuvre, il y a des marges de manœuvre très importantes, mais ça ne suffira pas. Bon. Il faut le dire, pour investir, il faudra s'endetter. Et c'est logique de s'endetter. Pourquoi? Parce que quand on investit pour l'avenir, ça veut dire que les investissements pour l'avenir seront utilisés par toutes les générations Mm. et par les générations suivantes. Donc c'est économiquement logique et socialement juste que toutes les générations participent au financement de ces infrastructures, de ces investissements nécessaires. Et donc, la dette, c'est un pont entre les générations. Et un bon État, c'est un État qui s'endette. Bon, c'est un État qui pense à l'avenir et donc qui s'endette. Mais s'endetter, ça ne veut pas dire s'endetter automatiquement, comme aujourd'hui, auprès des marchés financiers. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut à la fois éviter la spéculation sur la dette publique qui a pu toucher un certain nombre d'États, par exemple la Grèce à un moment donné, ou même l'Italie à un moment donné, et faire en sorte que les 50 milliards d'euros de charge de la dette, eh bien, on ne les donne pas aux banques, aux investisseurs financiers, bon, mais ils servent à autre chose. Il faut sortir la dette de l'emprise des marchés financiers. Et donc, il faut retrouver ce qui avait été le cas, dans des années 50 aux années 80, bon, 1950-1980, où on avait mis en place ce qui s'appelait le circuit du trésor. C'était un mécanisme, en fait, qui, à travers un pôle public d'investissement, drainait l'épargne des Français. On voit qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une épargne très importante, drainer l'épargne des Français pour des investissements publics, bon, qui étaient des investissements bon, nécessaires aujourd'hui écologiquement et socialement et d'un point de vue industriel nécessaires. Bon, à travers ce pôle public bancaire. Je Et il y vais te avait demander de conclure, Pierre, parce qu'il est déjà Bon, je presque conclus une heure là-dessus. qu'on En tout parle. cas, voilà, je conclus sur le fait de dire que la clé de l'affaire, pour nous, ça doit être de sortir la dette publique de l'emprise des marchés financiers. Et ça, c'est possible de faire, on sait faire, il y a les mécanismes pour le faire. Merci. Écoutez, l'heure est avancée. On va essayer de passer rapidement aux conclusions, mais on vient d'examiner vraiment l'ampleur du débat, dans quel sens il fallait agir. Sur le chat, j'ai vu venir des questions qui nous ramenaient plus au plancher, c'est-à-dire à ce qu'on vit, à ce qu'ont souligné à la fois Jean-François et à la fois Eddy sur le fait que les gens ont l'impression de ne pas être entendus. Et notamment, il y a une question qui dit, c'est même pas une question, c'est un témoignage qui dit, dans les conseils d'administration, les élus locataires, on parle, on met l'accent sur la hausse des loyers, on est écouté, mais on n'est pas entendu.
Et donc, ben, je me retourne vers Jean-François et vers Eddy. Et puis après, on rebalayera tout le monde. On peut commencer par Eddy. Comment on fait aujourd'hui pour mettre en musique ce que dit Pierre, c'est-à-dire à la fois s'attaquer aux réalités concrètes hein, de la fin du mois, à la fois montrer que ces politiques-là, elles sont pas fatales en gagnant des choses et comment on commence à rompre l'isolement et mobiliser les locataires, ce qui est peut-être l'un des secteurs les plus difficiles parce que c'est un secteur où justement la précarité, c'est une réalité. Oui, c'est très difficile de mobiliser les locataires parce que quand on a aussi la tête sous l'eau, c'est compliqué d'imaginer que de s'organiser collectivement pourra solutionner les choses. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses de ce qui a été dit des deux précédents invités. Moi, je rebondis sur justement la fraternité. Et la fraternité, j'ai envie de dire qu'elle existe encore, elle existe encore dans les quartiers populaires. Et j'ai des exemples, moi, qui me stupéfait, mais d'un point de vue positif. C'est j'entends autour de moi des gens des locataires qui se font des microcrédits à la fin du mois de 20, 30 euros pour pouvoir finir le mois. Et c'est une espèce de... Voilà, et cette solidarité, elle existe encore dans les quartiers. C'est très fragile, mais oui, il y a des gens qui sont vraiment, euh, comment dire, dans des situations ultra difficiles. Et oui, il faut leur donner la parole. Et la parole, il faut leur donner quand, notamment, ils peuvent choisir leurs représentants des locataires, hein. Tous les 4 ans, il y a une élection de représentants de locataires dans le HLM. Cette élection, elle passe complètement à la trappe au niveau de la communication nationale. La prochaine, ce sera en 2026. Et les élus dans les conseils d'administration, eh bien, n'ont pas le droit de veto, par exemple. Et donc, ça veut dire ils ne sont pas suffisants. Il y a 99% des ressources des organismes bailleurs viennent des loyers. Donc, ce serait normal que les locataires aient un pouvoir accru dans les conseils d'administration. Et nous, on a une revendication importante, c'est l'augmentation du nombre des élus dans les conseils d'administration. Puisqu'avec la loi Elan, j'en ai pas parlé parce que j'ai parlé de la ponction des 10 milliards d'euros de la RLS, mais en parallèle, les gouvernements de M. Macron ont structuré le, 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 je dirais la déstructuration. Ils ont déstructuré en fait le logement social et ils ont enlevé la proximité avec les habitants, puisqu'ils ont obligé les bailleurs à fusionner. Je vais vite hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'explique rapidement. On avait des organismes locaux quelquefois où il y avait 3000 logements hein, dans un office public. Eh bien aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a des mastodontes de 35, 65, 100 000 logements. Et comment peut-on être administrateur et représentant les locataires dans un organisme aussi grand avec simplement 3 élus? Ce n'est pas possible. Donc il faut revoir la représentation aussi des représentants des locataires dans les conseils d'administration et qu'ils aient davantage de pouvoir et davantage de moyens, puisque aujourd'hui, les élus dans les conseils d'administration n'ont pas le statut de l'élu associatif qu'on revendique aussi à la CNL, c'est-à-dire du temps, de la formation et des moyens pour pouvoir se libérer quand on travaille et qu'on doit faire un conseil d'administration le mardi après-midi quand on est caissière à Monoprix, par exemple, eh ben, c'est difficile parce que l'employeur ne donne pas forcément congé et c'est pris sur la paye des salariés. Et donc, ça aussi, ça ampute l'engagement militant, l'engagement des militants parce que ça bloque aussi, les gens ne s'investissent pas. Donc, on a beaucoup, heureusement, on a beaucoup de retraités. Et je voudrais simplement dire une dernière chose sur les chiffres qui ont été dits, là, notamment sur les personnes, les seniors. Il faut quand même savoir que la mesure de gel des pensions va toucher en priorité donc les habitants, notamment les locataires HLM, puisqu'il faut savoir il y a 27% de la population en HLM qui a plus de 60 ans.
Donc, ils vont être directement concernés. Et il faut quand même savoir qu'en HLM, il y a 35% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Il faut quand même le dire. Et donc, toutes les mesures qui vont être prises vont amputer le pouvoir d'achat des plus fragiles. Et j'ai bien entendu ce qu'a dit notre économiste, c'est que finalement, en fait, on se sert. Moi, ce que je retiens rapidement, c'est que finalement, je l'avais bien compris comme ça, c'est que le spectre agité du déficit, d'abord, les chiffres ils ont été démontés par Pierre. Les chiffres sont galvaudés, c'est-à-dire qu'en fait, on nous présente une situation catastrophique pour nous faire avaler n'importe quoi. C'est ce que je retiens. Et surtout, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire que au plus on aura d'austérité, au plus on va faire un budget d'austérité, ça va provoquer justement la défiance et la baisse de revenus publics dans les ménages. Eh bien, les gens ne vont pas consommer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une situation de guerre en Europe, donc ça fragilise aussi les gens la consommation. Les gens, ils ont une épargne de prévoyance quand ils peuvent, hein. Mais c'est vrai que quand on ne consomme pas, ben, on ne fait pas tourner la machine, hein. Et tout l'argent aussi que l'on met dans le loyer, c'est de l'argent stérile. Parce que les 50%, si on baissait les loyers, parce que tout à l'heure, on parlait de 50% de taux d'effort pour les familles les plus modestes, et c'est vrai, parce au plus on est modeste, au plus le taux d'effort est important. Eh bien, si les gens, ils avaient davantage, ils s'y payaient moins de loyer, ils auraient davantage pour consommer des biens de production et des biens de manufacture. Ça veut dire que ça enrichirait l'économie. Donc, je pense que, en effet, le coût du loyer est stérile pour une économie. Je ne sais pas si l'économiste est d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est mon analyse à moi. Il le dira dans un instant. On va essayer d'aller à l'essentiel. Jean-François, on va monter sur les mobilisations possibles. Toi, tu as l'habitude de travailler avec des sans-emploi, des précaires. Comment on arrive à faire entendre leur voix dans le concert plus général du mouvement social et quel levier utiliser pour cette mobilisation? Alors, le premier point qui me semble évident, c'est qu'il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Moi, j'ai vécu ça pendant des années, d'aller très régulièrement devant les agences de Pôle emploi ou devant les CAF pour aller à la rencontre des travailleurs précaires au privé d'emploi. Et d'abord se mettre à leur écoute, parce que leur parole est précieuse, elle est importante, et elle dit la réalité. Ensuite, pour pouvoir effectivement les informer à la fois de leurs droits, des possibilités qui s'offrent, mais aussi leur proposer de s'organiser collectivement. Et c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que dit Eddy par rapport aux locataires, hein. C'est-à-dire que quand on est dans la survie immédiate, c'est très dur d'envisager un militantisme collectif, mais même si on est peu nombreux, on peut y arriver. J'en veux pour preuve que au moment du Covid en 2020, on avait réussi avec très peu de personnes engagées, et notamment avec les saisonniers des vallées, à obtenir le report de 6 mois de la mise en place de la réforme de l'assurance chômage. Et suite notamment à une concertation avec le préfet des Hautes-Pyrénées de l'époque, qui pourtant était un macronien bon teint, et qui était quelqu'un quand même d'ouvert au dialogue. Donc derrière l'idée, en fait, c'est qu'il n'y a aucune fatalité à la situation que nous vivons. Il n'y a aucune fatalité. Rien n'est écrit. C'est vraiment mon côté chrétien de dire une parole d'espérance, mais rien n'est écrit. Il faut toujours y croire, hein. Je ne sais plus qui disait, il n'y a que les combats qu'on n'a pas livrés qui sont perdus d'avance. Je pense que l'autre aspect, je dirais également, c'est d'essayer d'être capable, partout où c'est possible, de se saisir des espaces de concertation qui existent déjà aujourd'hui. Je sais que j'ai fait partie de deux conseils de quartier populaire à Tarbes, suite donc à la mise en place de journaux de quartier. Ils ont les qualités et les défauts qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, hein, les conseils de quartier politiques de la ville, mais ce sont des lieux de concertation. C'est important que les habitants des quartiers, notamment, n'hésitent pas à aller dans ces lieux-là. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être remontées, parce que malgré tout, il y a des projets qui peuvent se mettre en place. Pour les travailleurs précaires ou privés d'emploi, il y a ce qu'on appelle les rencontres de concertation avec le pôle emploi territorial.
Au départ, c'est essentiellement des instances consultatives. Mais nous, on a fait l'expérience dans pas mal d'endroits qu'on arrivait à faire avancer des questions dans ces instances-là. On est d'accord que c'est pas toujours faramineux. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité des gens qu'on a en face de nous. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important, et notamment dans les questions qu'on faisait remonter, puisqu'il nous parlait tout le temps des freins à la recherche d'emploi. C'est des questions complètement ignorées, comme les problèmes des transports, notamment dans les zones rurales. C'est des questions de l'absence à peu près totale de crèches publiques dans notre pays, qui font que, en particulier les femmes, y compris les personnes de famille monoparentales, n'ont pas du tout d'accès à l'emploi de ce fait, se retrouvent dans des situations épouvantables, quoi. Un autre aspect, c'est les élections pour les très petites entreprises. Donc, entre fin novembre et décembre, il va y avoir l'élection quadriennale, si je me rappelle bien, des représentants dans les TPE. Or, il y a beaucoup de personnes qui ont des contrats précaires, des contrats partiels, qui sont dans ces situations-là, qui sont dans des très petites entreprises. Mais c'est possible aussi, donc en allant voter à ces élections, et tout le monde reçoit le matériel pour voter, d'essayer de peser sur ces éléments-là. Moi, j'ajouterais aussi deux autres choses qui sont, premièrement, la défense des médias indépendants. Je crois que c'est très très important d'être attentif à tous les médias indépendants, il en reste encore dans notre pays. Et pour essayer de contrer le déluge de fake news, de bêtises et de propagande de bas niveau qui sont véhiculées par des grands médias. Je n'ai pas besoin de vous les citer parce que bon, on en parle à longueur de temps. Donc les médias indépendants ont leur importance parce que justement ils donnent des outils d'analyse et d'éducation populaire à toutes les personnes pour comprendre la situation dans laquelle on est. Et puis je dirais aussi un dernier point, c'est le soutien aux associations. On sait que depuis des années, il y a une baisse des subventions à toutes les grandes associations. Il y a même certaines villes qui sont dirigées par le Rassemblement national où on a par exemple essayé de supprimer les subventions au secours populaire, hein, pour donner un exemple. Très important de soutenir les associations. Je pense à tout ce qui est autour des associations de quartier. Tous les gens qui essaient, que ce soit dans les cités ou dans les zones rurales, de donner de la vie. Là, c'est important. Et ce sont des lieux où effectivement on peut commencer à proposer une organisation collective aussi à des personnes qui sont en précarité. Parce qu'il y a une écoute qui est proposée, il y a un respect. Voilà, donc c'est un petit peu pour résumer ma conclusion un peu sur ce débat, c'est ne jamais perdre l'espoir. Il n'y a aucune fatalité, jamais. On sait très bien que les solutions existent et la plus grande, ce qu'a décrit Pierre Calfa, grosso modo, hein, c'est le keynesianisme, hein, c'est-à-dire c'est la relance de la consommation des citoyens par l'intermédiaire de publics, de politiques publiques, d'engagement, d'investissement et d'endettement intelligentes pour le bien collectif. Ça, on sait que c'est possible, ça s'est toujours fait par le passé, ça a marché quand ça s'est fait. Et enfin, vraiment de rester attentif à l'engagement dans les collectifs. Et quand on est dans les collectifs, vraiment avoir le souci de donner la parole aux plus modestes, aux plus humbles, parce qu'ils ont une intelligence collective extraordinaire. On s'aperçoit par exemple que finalement les plus grands gaspilleurs et les plus grands pollueurs, c'est pas les pauvres, c'est pas les habitants des quartiers populaires, c'est les plus riches. C'est eux qui sont les plus grands gaspilleurs et les plus grands pollueurs. Donc à un moment donné, mettons-nous à l'écoute, ayons cette humilité de porter ensemble cette parole. Et je pense que ça fait partie des choses qui vont nous permettre de retrouver ce respect d'autrui et cette fraternité. Pierre, tu n'es pas qu'un économiste, tu es quelqu'un qui est engagé pour qu'il y ait des ponts entre les intellectuels, les forces sociales, les forces politiques. Aujourd'hui, comment on fait pour que toute cette matière qu'on a brassée ce matin, elle donne un rapport de force qui puisse faire bouger les choses? Je vais te contraindre en temps. Tu as 2 minutes et je redonnerai la parole à Eddie Jacquemart. Non, si j'avais la réponse à cette question, je serais un petit génie politique. Bon. Non, je pense qu'on est dans une situation très difficile. Bon, il ne faut pas se le cacher. Évidemment, il faut faire tout ce qui a été dit, hein. Voilà, ça c'est la condition minimum de réaction. Bon, mais il est à craindre que ça ne suffise pas. Bon, tout simplement parce qu'on a affaire à un choc terrible, hein, qui va avoir lieu, une purge sociale d'une ampleur
incroyable. Bon, et face à ça, il n'y a pas d'autre solution que la construction d'un rapport de force à la hauteur de ce qui nous attend. Bon. Et pour construire ce rapport de force, il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Il y a des conditions préalables. La première condition, bah, c'est l'unité. Bon, il faut une unité syndicale déjà. Il faut ensuite que les partis de gauche et de l'écologie s'unissent aussi, soutiennent le mouvement syndical. Ça, c'est les conditions, c'est les prérequis, je dirais. Mhm. Et puis, il faut que les gens y croient. Voilà. Hein, il faut en finir avec la résignation. Bon, et c'est le plus difficile parce qu'on sait que bah, il y a eu des défaites sociales importantes malgré des mobilisations et que c'est difficile après des défaites de se remobiliser. Donc voilà, il n'y a pas de recette. Il faut essayer de faire ce qu'on peut, bon, et notamment de créer les conditions de mobilisation. Les conditions de mobilisation, ça c'est à la fois l'unité syndicale, l'unité des forces sociales, mais aussi hein, la participation des partis politiques et leur engagement dans des processus de construction de mobilisation. Merci. On va te laisser conclure, Eddy. Je voulais juste dire que la CNL s'est engagée dans la dynamique Nouveau Front Populaire. Et puis, elle n'est pas engagée que là-dessus, elle est engagée sur le terrain, dans des collectifs comme Stop Démolition. Tu as rencontré il y a quelques jours Benoît Test, le secrétaire général de la FSU, pour entrevoir une action commune sur les notions de mixité sociale. Et puis, Mhm. il y a toute la, il y en aura plein d'autres. Je pense à la précarité énergétique avec les organisations syndicales. Et puis, il y a cette pétition nationale. La CNL, elle rentre dans la rentrée par quel bout? Par tous les bouts, mais ça commence où? Sur le terrain. Ça commence dans les cages d'escalier à mobiliser donc son voisin, qui sont quelquefois avec qui on parle pas. Et je pense que mettre une affiche aussi dans le hall d'entrée en disant ben il y a moyen de se mobiliser pour obtenir notamment le gel des loyers et puis obtenir des choses auprès de son bailleur parce que actuellement la qualité de service elle est quand même remise en cause partout. Donc ça commence dans les cages d'escalier. Et ça va jusqu'au couloir de l'Assemblée. Ça, c'est notre slogan aussi. On aime bien les slogans, la CNL. Mais parce que là aussi, on va faire ce qu'il faut aussi au niveau des députés pour que les lois de finances aillent dans le bon sens. Donc, c'est mobilisation générale, cage escalier, couloir de l'Assemblée, devant les préfectures, devant les conseils d'administration des bailleurs sociaux, puisque bientôt vont se tenir les conseils d'administration des bailleurs sociaux. Et moi, j'invite les locataires du parc HLM à se renseigner auprès de leur amicale CNL ou de leur bailleur pour savoir quand est-ce que ça va se tenir ce conseil d'administration et aller soutenir les administrateurs CNL qui vont voter contre l'augmentation des loyers. Mais s'ils sont tout seuls, eh bien, c'est ça qu'il faut engager, c'est le rapport de force. Et il y a ce travail-là que l'on fait donc en silo, on va dire, entre nous, dans notre réseau CNL, mais il y a aussi tout le travail que l'on fait en convergence des luttes, parce qu'en fait, tout seul, on ne va pas souvent très loin et ensemble, on peut aller très loin et on travaille, nous, la CNL, de toute façon, c'est dans notre document de congrès, on veut travailler avec les autres et justement, la convergence des luttes, c'est important. On est, tu l'as signalé, on est dans le collectif Stop Démolition. D'ailleurs, je suis intervenu au congrès HLM là-dessus en disant, mais on n'écoute pas les experts du quotidien, ce sont les habitants les experts du quotidien, c'est eux qui ont la vérité de leur vie et de ce qu'ils vivent sur le terrain. Et on ne les écoute pas suffisamment. Donc, si on ne nous écoute pas, bah, il faut qu'on se fasse entendre. Et une façon de se faire entendre aussi, c'est aussi de signer notre pétition sur le site change.org, hein, on est hébergé sur ce site-là, parce que on fait beaucoup de pétitions par le passé, papier. Et après, le papier, ça, il n'y a pas de visibilité. Aujourd'hui, on est aussi dans cette problématique de visibilité de notre action. Et le fait d'avoir pris la résolution de faire une pétition numérique, je pense que c'est important aussi pour que les habitants se rendent compte de ce qu'on peut obtenir collectivement. Il y a quand même 35 000 personnes qui l'ont déjà signé. Et bon, c'est pas suffisant parce que normalement, on est plus que ça en locataire dans le pays.
tous les locataires devraient la signer. Parce que, en fait, c'est un problème général. Même les, excusez-moi, les habitants, les propriétaires occupants qui ont des enfants qui sont locataires, eh ben, ils pourraient aussi la signer. Parce que le problème du loyer cher et l'accès au logement, c'est un problème de tout le monde, en fait. On est tous concernés et il faut qu'on arrête de considérer le logement comme un produit de défiscalisation. Il faut qu'on considère le logement comme un droit, et un droit, ça n'a pas de prix, et il faut qu'on puisse tous se loger dignement, notamment dans un pays riche comme la France. Voilà. Ben, merci beaucoup, Eddy Jacquemart. Ben, j'appelle Jean-François Courtil et Pierre Calfa à signer la pétition. Je vais me Absolument. faire un plaisir de leur envoyer. Mhm. Merci à vous trois d'être intervenus. La semaine donc, de mobilisation des locataires va se poursuivre. Notre webinaire sur les questions de charges, de précarité énergétique et autres est prévu pour mercredi. Et donc, c'est un appel à la mobilisation, vous l'avez compris. Et donc, à très vite sur le terrain des luttes et sur le terrain de la défense des services publics et de tout le reste. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci à Au tous. revoir et merci. Merci.